Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Alors, lors de cette séance, ou bien dans cette vidéo, on va découvrir la suite des chapitres du roman Athènes, le dernier jour d'un condamné. Et dans cette vidéo, on va découvrir le chapitre 35, 36, 37, 38 et 39. Alors, chapitre 35. En ce moment même, il y a tout auprès de moi, dans ces maisons qui font cercle autour du palais, c'est-à-dire palais de justice. J'aimerais bien répéter que la conciergerie et le palais de justice, il ne s'agit que d'un seul lieu. Un lieu réparti en deux. Alors, une partie réservée au palais de justice et l'autre partie est réservée, d'accord, à la conciergerie. En ce moment même, il y a tout auprès de moi dans ces maisons qui font cercle autour du palais. Qui font cercle, yani touhit, autour du palais et de la grève. Et partout dans Paris, des hommes qui vont et viennent, causent et rient, yani parlent, discutent, lisent le journal, pensent à leurs affaires, des marchands qui vendent, des jeunes filles qui préparent leurs robes de bal pour ce soir, des mères qui jouent avec leurs enfants. Alors, le condamné, il met en exergue, en valeur, sa condition solitaire, ou bien sa situation solitaire. Il est reclus, il est isolé du monde et il n'appartient plus à ce monde. Chapitre 36. Alors, chapitre 36, c'est le souvenir de Notre-Dame de Paris. Alors, le condamné, Béchinsa, واحد الحاضر مر ماشي غير مر قاسي douloureux sinistre odieux hideux exécrable triste désespéré douloureux etc. Et il se recueille sur ce souvenir. Donc رجع الماضي باش ينسى الحاضر. Je me souviens qu'un jour, étant enfant, j'allais voir le bourdon de Notre-Dame de Paris. J'étais déjà étourdi d'avoir monté le sombre escalier en colimaçon, d'avoir parcouru la frêle galerie qui lie les deux tours, d'avoir eu Paris sous les pieds quand j'entrais dans la cage de pierre et de charpente où pend le boudron avec son bâton qui pèse un millier. C'est bien. Alors, le condamné هنا كيستحضر انه واحد النهار alors مشى Notre-Dame de Paris الكنيسة باش يشوف le bourdon de Notre-Dame de Paris. باش يشوف هذاك الجرس ديال الكنيسة. et il était étourdi كان متهورا لأنه علاش كان غادي يقدر يطيح من هذاك المكان. Alors j'avançais en tremblant sur les planches mal jointes, regardant à distance cette cloche si fameuse parmi les enfants et le peuple de Paris, et ne remarquant pas sans effroi que les auvents couverts d'ardoises qui entourent le clocher de leur plan incliné étaient au niveau de mes pieds. Dans les intervalles, je voyais en quelque sorte à vol d'oiseau la place du parvis Notre-Dame et les passants comme des fourmis. يعني هنا المكان كان عالي بزاف لدرجة الناس كيبانوا لي بحال النمل. Tout à coup l'énorme clocheau tinta. تسمع داك الصوت ديال الجرس. Une vibration profonde, واحد الاهتزاز remua l'air, fait osciller la lourde tour, le plancher sautait sur les poutres, le bruit faillit me renverser, je chancelais, d'accord, prêt à tomber, prêt à glisser sur les auvents d'ardoise en pente.
De terreur, je me couchai sur les planches, les serrant étroitement de mes deux bras, sans parole, sans haleine, avec ce formidable tintement dans les oreilles, et sous les yeux ce précipice, cette place profonde où se croisaient tant de passants paisibles et enviés. Eh bien, il me semble que je suis encore dans la tour du Bourdon. C'est tout ensemble un étourdissement et un éblouissement. Il y a comme un bruit de cloche qui ébranle les cavités de mon cerveau. Et autour de moi, je n'aperçois plus cette vie plane et tranquille que j'ai quittée, et où les autres hommes cheminent encore que de loin, et à travers les crevasses d'un abîme. Alors, le condamné dans ce chapitre se souvient d'avoir venu à Paris, surtout à Notre-Dame de Paris, pour voir le bourdon de la cloche ou bien de l'église. Chapitre 37. Alors, le condamné fait la description de l'hôtel de ville. Et il n'est pas à l'hôtel de ville, comme disent certains professeurs à leurs élèves. D'accord. Le condamné, il est à la conciergerie et il va faire la description de l'hôtel de ville. Parce que l'hôtel de ville, il n'est que à quelques mètres, d'accord, de la conciergerie. À peu près 400 mètres. L'hôtel de ville est un édifice sinistre. L'hôtel de ville, Sijn, Barain Binaya, Mosh, Khayba, LED, avec son toit aigu et roide, son clocheton bizarre, son grand cadran blanc, ses étages à petites colonnes, ses 1000 croisées, ses escaliers usés par les pas, ses deux arches à droite et à gauche. Alors, description péjorative, d'accord, de l'hôtel de ville. Alors, c'est un édifice laid, c'est un édifice avec des croisées, des escaliers usés par les pas. On a droge les gendarmes. Ces deux arches à droite et à gauche. Il est là. Alors, il n'est pas à l'hôtel de ville. Il est là. Donc, le condamné, il est à la conciergerie et il parle de l'hôtel de ville. Il est là, de plein pied, avec la grève. Sombre, lugubre, la face toute rongée de vieillesse, personnification. Et c'est noir, hyperbole, qu'il est noir au soleil, d'accord, antithèse. Les jours d'exécution, il vomit des gendarmes, personnification de toutes ses portes et regarde le condamné avec toutes ses fenêtres. Et le soir, son cadran qui a marqué l'heure reste lumineux sur sa façade ténébreuse. Donc, ténébreuse et lumineux, ça donne une antithèse. Chapitre 38. Il est 1h15, c'est-à-dire le condamné lui reste 2h45 avant d'être exécuté. Voici ce que j'éprouve maintenant. Une violente douleur de tête, les reins froids, le front brûlant. Alors, une violente douleur de tête, les reins froids, le front brûlant, chaque fois que je me lève ou que je me penche. Il me semble qu'il y a un liquide qui flotte dans mon cerveau et qui fait battre ma cervelle contre les proies du crâne. Alors le fait qu'il est terrorisé, le fait qu'il a peur, le fait qu'il est dans un état de terreur, alors ces souffrances, d'accord, morales se transforment en souffrances physiques et qui fait battre ma cervelle contre les proies du crâne. J'ai des tressaillements convulsifs, et de temps en temps, la plume tombe de mes mains. Donc c'est pathétique, comme par une secousse galvanique. Les yeux me cuisent comme si j'étais dans la fumée.
J'ai mal dans les coudes. Encore 2h45 et je serai, voilà, guéri. C'est une antiphrase pour dire qu'il va être exécuté. D'accord. C'est bien. Alors, passons au chapitre 39. Alors, chapitre 39, ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Alors, je connais ils, ce sont les partisans de la peine de mort. Je ne suis goulou. Ils disent, يقولون بأن الإعدام بالمقصلة لا ماشي شي حاجة qui fait souffrir. Et de plus هي نهاية ناعمة والموت بهذه الطريقة بسيط. D'accord. Là, c'est un registre ironique. Et qu'est-ce que donc cette agonie de 6 semaines? Il sera de tout un jour. Alors, comment va-t-on qualifier qu'allons-nous dire sur cette agonie, de la souffrance, et ce râle et cette souffrance de tout un jour? Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable qui s'écoule si lentement et si vite? Qu'est-ce que cette échelle de torture, métaphore, qui aboutit à l'échafaud? Alors, donc là, c'est Victor Hugo qui s'exprime par le biais, l'intermédiaire du condamné. Alors, Victor Hugo a répondu par de fausses questions, voilà, à la thèse défendue par les partisans de la peine de mort qui dit que l'exécution à la guillotine ne fait pas souffrir les condamnés. Apparemment, ce n'est pas la souffrir. Et elle a répondu par de fausses questions rhétoriques. Apparemment, ce n'est pas la souffrir. C'est une antiphrase pour dire c'est une souffrance. Ne sont-ce pas les mêmes convulsions que le sang s'épuise goutte à goutte ou que l'intelligence s'éteigne, penser à penser? L'intelligence s'éteint, c'est une métaphore parce que s'éteint, ça se dit pour le feu. Et puis, on ne souffre pas. On sentit sûr. Donc, le Victor Hugo pose des questions aux gens qui se tiennent la peine de mort et qui disent que l'exécution à la guillotine ne fait pas souffrir. Qui leur a dit? Alors, qui vous a confirmé, voilà, qu'une personne, qu'une tête coupée, voilà, donc il ne souffre pas. Comptons jamais qu'une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier et qu'il ait crié au peuple: ah, cela ne fait pas de mal. Donc, Victor Hugo se moque et ridiculise, d'accord, raille les gens qui disent que la peine de mort, l'exécution à la guillotine ne fait pas souffrir. Y a-t-il des morts de leur façon qui sont venus les remercier et leur dire c'est bien inventé, tenez-vous-en là, la mécanique est bonne? واش شي وحدين هذوك الموتى اللي معروفين خرجوا ولا ملي تقطع عليهم الراس ديالهم قال لهم الاعدام بالمقصله راه شيء رائع. دونك هنا ايرونيك ساتيريك تيسخر من donc les partisans de la peine de mort en le ridiculisant. Est-ce Robespierre? Est-ce Louis XVI? Wesh, Robespierre, هذا كان جمهوري, et Louis XVI, c'était le roi, d'accord, de la France. Les deux ont été condamnés à la guillotine. Non, rien, moins qu'une minute, moins qu'une seconde, et la chose est faite. Se sont-ils jamais, mais seulement en pensée? هنا Victor Hugo كيحاول يحرك اليوم les émotions, le cœur, la pitié, etc. À la place de celui qui est là au moment où le lourd tranchant, c'est-à-dire le couteau, qui tombe, mord la chair, rend les nerfs, brise les vertèbres. C'est une gradation. Le couteau qui mord la chair, métaphore, rend, c'est-à-dire coupe les nerfs, brise, voilà, les vertèbres. Ouais, c'est quelque chose d'horrible, d'horreur. C'est dégoûtant, c'est répugnant, c'est inhumain, monstrueux. Mais quoi? Une demi-seconde, la douleur est escamotée, c'est-à-dire a disparu. Synthèse, c'est une horreur. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. À la prochaine.